Et oui, poursuivons notre marche matinale avec ce sujet qui est ça rime à la famille avec le docteur Joe Frédéric Zabi, psychothérapeute et coach de couple, il faut le préciser, la maternité et environnement de travail. On sait que c'est un processus de vie qui demande beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et sous différents cieux, ce process-là, cette démarche est appréciée différemment pour de multiples raisons. On va essayer d'aborder une démarche comparative pour voir les avantages et les inconvénients et pourquoi pas faire des suggestions. Bonjour docteur. Bonjour Alix. Bonjour. Bonjour Angel. Bienvenue. Merci infiniment. Alors, maternité, environnement de travail, répétition peut-être pédagogique pour certains. On va quand même dire c'est quoi la maternité? Le fait d'avoir un enfant, tout simplement. Oui. Simplement. Le fait d'avoir un enfant, mais pour une femme qui est au travail, c'est quelque chose de particulier. Pourquoi particulier? Parce que l'environnement de travail a ses exigences et qui ne coïncident pas forcément avec le port d'un enfant. Donc, ça peut poser des problèmes. C'est pour ça qu'il est important qu'on se penche sur la question pour voir un peu comment faciliter la chose aux femmes et surtout aux familles. Parce que tout ce qui touche à la femme, en général, ça touche à la famille. Et justement, dans cette intention-là, on va peut-être commencer par faire un décryptage de l'état des lieux d'aujourd'hui avec les différents secteurs d'activité et les grossesses des femmes. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, on a une bonne législation, hein, relativement. On a une législation, en l'occurrence, il faut parler de la loi 2015-532 du 20 juillet 2015 qui porte organisation du milieu du travail, en tout cas. Et dans cette loi-là, on a tout ce qui est relatif à la maternité dans l'environnement de travail. Donc, la loi existe, c'est très bien. Souvent, là où il y a le péché, c'est les mesures d'accompagnement, c'est comment les choses doivent se faire concrètement dans les actes, en fait. Donc, c'est là que se trouve le petit problème. Et je pense que la réflexion mérite d'être menée à ces niveaux-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Par exemple, on a une très belle loi sur le port de la grossesse, on a un congé de maternité, mais il se trouve que ce congé de maternité-là n'aide pas suffisamment la femme et la famille. Et pourquoi et comment? La loi qui est incluse enfin, la disposition légale qui est incluse dans la loi 2015-532 du 20 juillet 2015, elle dispose que une femme, par exemple, qui est dans le milieu du travail, elle a droit à, par exemple, 14 semaines de congé de maternité. Donc, elle peut prendre 6 semaines avant l'accouchement et 8 semaines après l'accouchement. 8 semaines après l'accouchement, ça correspond à peu près à 2 mois. Et 6 semaines avant, c'est à peu près 1 mois et demi. 2 mois seulement après l'accouchement, premièrement, physiquement, la femme, elle n'a pas totalement récupéré. Deuxièmement, elle n'a pas établi de bons liens de rapprochement avec son enfant. Parce qu'il y a tout un aspect physiologique, un aspect psychologique et puis l'aspect social aussi. On fait un enfant, c'est vrai, on est mère au travail, on doit apporter la subsistance, mais en même temps, on doit assumer sa fonction de mère. Et assumer cette fonction de mère-là nécessite qu'on ait du temps avec l'enfant. Et 2 mois seulement, la dame, elle doit reprendre le travail, ce qui est largement insuffisant. D'un point de vue psychologique, d'un point de vue social, d'un point de vue biologique, même comme j'étais en train de le signifier. Et ça fait que souvent, on a tendance à tricher un peu avec la loi. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les faits? Dans les faits, c'est que pour avoir un peu plus de temps avec les enfants, il y a des femmes, par exemple, qui font des deals avec leur médecin pour que le départ pour le congé de maternité soit retardé le maximum possible. Donc souvent, elles restent au travail le plus tard possible pour qu'elles puissent rattraper ce temps-là après l'accouchement. Mais le fait est que rester tard au travail, je veux dire, rester tard pendant qu'on est en grossesse au travail comme ça, c'est dangereux à la fois pour la mère et pour le bébé. Ça, c'est le premier problème se trouve déjà avant même l'accouchement. Et après l'accouchement, comme je l'ai dit au départ, la femme, par exemple, elle n'a pas encore récupéré physiquement. Elle n'a pas encore totalement récupéré. Vous savez, par exemple, il y a une hormone qu'on appelle l'ocytocine, qui est normalement sécrétée pour faciliter l'ouverture du col de l'utérus pendant l'accouchement, mais c'est en même temps une hormone qu'on appelle l'hormone de l'attachement. Cette hormone-là, elle passe dans le lait maternel. Et c'est ce qui fait que le bébé peut établir très facilement un lien d'attachement avec sa mère. Bien, ça veut dire que non seulement l'allaitement a un aspect purement alimentaire,
et physique, médicinal également, parce que le lait maternel contient beaucoup d'éléments nutritifs pour le bébé, ça c'est vrai, mais en même temps, il y a cette hormone qui passe dans le lait maternel qui va permettre à l'enfant d'établir un bon lien d'attachement avec la mère. Et la mère qui est la porte d'entrée de la société. C'est rompu déjà à partir de 2 mois. Et quand la mère reprend le travail à 2 mois, l'enfant il est laissé entre les mains de qui? En général, entre les mains de mineurs, de petites nounous qui n'ont ni la qualification requise qu'il faut, ni même la volonté d'être mère, parce qu'elles n'ont pas choisi, elles sont venues là pour un salaire, pas pour être mère. Donc, il y a tout ça, tout cet environnement qui fait que le bébé n'est pas en sécurité. Et de plus en plus, on assiste à quoi? À des vols d'enfants. Parce que le secteur n'étant pas organisé, les petites filles, elles viennent là, elles sont mal payées, parce qu'elles sont largement payées en dessous du SMIC. Ce qui fait que quand elles ont des opportunités, elles saisissent là. Quand il y a des bonimenteurs qui viennent leur dire, bon, donne-moi un enfant, je vais te faire riche, ou bien ceci, cela, elles s'engouffrent dans la porte et puis on assiste à des pertes d'enfants. Donc, plus la mère resterait avec son enfant, mieux ça vaudrait à la fois pour elle, pour la famille, pour la société entière. Alors, c'est vrai que nous sommes dans notre développement, mais vous nous poussez un peu là à vous demander des solutions pour ce que vous êtes en train de dire, car c'est un aspect très important. Qu'est-ce qu'on devrait faire alors? Pour moi, l'idéal serait que, par exemple, on allonge le congé de maternité. On l'allonge complètement, jusqu'à même 1 an. Moi, je proposerais 1 an. 1 an de congé de maternité, pour que la mère ait vraiment le temps, non seulement premièrement de récupérer, mais d'établir ce lien-là affectif avec l'enfant. Il ne s'agit pas seulement d'un lien affectif. Il s'agit de mettre en place les rudiments, la base de l'éducation. Parce que quand vous êtes en train de construire un bâtiment, qu'il y a des erreurs dans la fondation, ça rattrape tout le bâtiment après. Donc, quand la fondation de l'éducation d'un enfant est ratée, déjà là, il y a problème après. Quand on aura affaire à des adultes qui ne sont pas suffisamment bien dans leur peau et dans leur tête et avec les autres, etc. Donc, il faut vraiment donner le temps aux gens de le faire. Et quand je le dis, ce n'est pas juste un rêve. Ça existe ailleurs. Ça existe en Europe. Vous avez des pays... le Canada, par exemple. Le Canada, vous avez la Suède, vous avez la Norvège. Vous avez beaucoup de pays où il y a cette disposition qui existe déjà. Donc, le demander, ce n'est pas trop demander. C'est juste se conformer à ce qui doit être, en principe. Donner le temps aux gens de faire les choses comme il se doit. Parce que quand on ne le fait pas, on assiste à tous les travers auxquels on assiste actuellement. Et là, ça coûte beaucoup plus cher que si on donnait la possibilité aux gens de se reposer. Et on adopterait des mesures d'accompagnement, par exemple, en emmenant le ministère du Travail ou de la modernisation de l'administration, c'est un exemple que je prends, à mettre des dispositions en place, par exemple, pour un système d'intérim, pour ne pas que les entreprises ressentent cela. L'absence de la femme, par exemple, pendant 1 an, c'est beaucoup. Donc, elle va être absente. Il faut bien que le poste qu'elle occupe, par exemple, soit occupé. On peut instaurer le système d'intérim pour permettre aux jeunes générations qui sont diplômées, qui n'ont pas encore de travail, de se faire leur expérience de travail. Ça, c'est une opportunité pour la jeunesse. C'est également une opportunité pour la femme. On me dit où on prend le salaire, comment on va payer tout ça. J'ai dit, mais c'est que la dame touche. On peut prélever un petit pourcentage pour donner ça. Par exemple, l'État peut faire aussi un effort financier, de sorte que celui qui est intérimaire, il puisse avoir aussi quelque chose à manger. Donc, c'est vrai, à toute chose égale par ailleurs, c'est sûr que les choses s'imbriquent et ont une corrélation. On a parlé d'avoir une démarche comparative. Peut-être que si on étaye d'exemples, comme vous êtes en train de le faire, sur d'autres cieux, avec les avantages que l'on pourrait obtenir, cela emmènerait le législateur à vraiment modifier et migrer vers ces méthodes qu'on trouve ailleurs et qui marchent véritablement. Parce que nous, on est resté finalement statique à quelque chose. Absolument. Vous avez pris le cas du Canada. Là-bas, les gens, ils ont la possibilité, les dames ont la possibilité de rester en congé de maternité pendant 1 an. Pendant 1 an. 1 an entier. Et pendant cette année-là, elle n'a pas la totalité de sa solde, c'est vrai, mais cette solde-là est handicapée d'une partie qui est reversée justement à celui qui est intérimaire. C'est un exemple. Donc ça, ce sont des choses que nous, on a sous les yeux. Je vous ai cité le cas de la Norvège, je vous ai cité le cas du Danemark, je vous ai cité même de la Belgique, de beaucoup de pays, de presque tous les pays en Europe. Cette disposition-là, elle existe déjà. Donc, on peut copier. On copie ce qui est bien, mais nous, malheureusement, en général, c'est ce qui n'est pas très, très bien qu'on a la tendance à copier. Vous voyez, il y a beaucoup de tort qu'on fait aux dames, et ni les hommes, ni les femmes, ni même les familles, ni même nos autorités ne s'en rendent compte. Regardez une femme qui prend une grossesse dans un milieu, qui travaille dans un milieu hospitalier.
Elle est astreinte aux mêmes dispositions légales que toutes les autres femmes. Alors que le milieu dans lequel elle travaille est un milieu hautement pathogène. Travailler dans un hôpital, déjà, même pour un homme qui est sain, c'est déjà très risqué parce qu'on peut attraper des germes pathogènes dans le milieu hospitalier. À plus forte raison, une dame qui est enceinte, qui est déjà fragilisée. Dans un pays comme la Belgique, dès que la femme elle constate sa grossesse, dès que c'est constaté par un médecin, automatiquement, elle arrête de travailler. Et c'est pendant 1 an. Elle a 80% de sa solde pendant cette année-là. Toutes les femmes qui travaillent dans le milieu hospitalier. Ça a des bases logiques, ça a des bases qui tiennent à la santé de la population. Parce qu'il n'y a pas que la femme qui est concernée dans ces processus-là. Quand la femme, elle attrape un germe pathogène à l'hôpital, ben, c'est son mari qui est exposé, c'est le reste de la famille qui est exposé. Et par effet boule de neige, le mari qui travaille aussi dans un milieu, les enfants qui fréquentent des écoles, etc., ça peut se propager. C'est des choses qu'on minimise, mais malheureusement, ça a des incidences terribles sur la société. Mais on ne se rend pas compte parce qu'on n'a pas, en général, on n'a pas souvent des lectures transversales sur les phénomènes, voir un peu les implications de ce qu'on vit avec ce qui devrait exister ou ce qui existe en fait. Ça fait tout le problème. Alors, c'est vrai que vous évoquez tous ces aspects-là. Quoi qu'il y a dans nos entreprises, très souvent, ces dames qui sont dans cette période, mais qui continuent de venir au travail, qui continuent de vaquer aux différentes occupations. Vous avez aussi évoqué l'incidence. Quelles sont les incidences, par exemple, psychologiques, physiques, sur le fait de continuer d'aller au travail, même si les patrons ne veulent pas, on n'a pas envie de rester à la maison, on a envie d'aller au travail et tout. Quelles sont les incidences physique et psychologique? Il y a beaucoup de femmes qui viennent en consultation, par exemple, parce qu'elles commencent à développer des dépressions liées au fait qu'elle doit reprendre le travail juste après 2 mois, alors qu'elle a un être qui est fragile, oui, qu'elle a sous la main. Elle commence à faire déjà une dépression à partir de là. Le fait de savoir que je vais laisser mon enfant dans les mains de quelqu'un qui ne sait pas s'y prendre, comment ça va se passer après moi, etc. Donc déjà le problème commence là. Deuxièmement, quand elle va être au travail, son cœur à la maison. Elle n'est pas concentrée à 100% sur le travail. Bon, il y a des gens qui font des efforts malgré eux. Mais quand on regarde les dispositions légales, c'est vrai que la loi en Côte d'Ivoire, toujours la disposition de la loi 2015-532, là, que j'ai citée tout à l'heure, les dispositions légales accordent également un repos d'allaitement, par exemple, à la femme. Mais c'est un repos d'allaitement d'1 heure dans une journée de 8 heures de travail. 1 heure qu'elle peut séquencer, ou alors elle peut accumuler et puis prendre ça d'un trait. Mais 1 heure d'allaitement. Alors qu'il n'y a aucune entreprise pratiquement qui a une salle d'allaitement. Je ne parlerai même pas des garderies. Je suis déjà même à un niveau de salle d'allaitement. Aucune entreprise n'a une salle d'allaitement. Ça ne nécessite même pas un équipement spécial, juste un bureau où on permet aux femmes qui ont accouché, par exemple, de venir allaiter leur bébé. C'est possible de le faire dans une entreprise pour que la maman, elle soit rassurée et qu'elle puisse donner à téter à son enfant, même pendant la journée. Pourquoi je dis cela? Contrairement aux pays développés où en 15 minutes de métro, on est d'un point à un autre, aujourd'hui, si vous habitez à Niamey, que vous travaillez à Vridi, même l'heure d'allaitement qu'on vous donne, c'est comme si on ne vous a rien donné du tout. Parce que vous perdez tout le temps dans les embouteillages. Et quand vous rentrez à la maison, c'est comme si toute la journée, pratiquement, vous n'avez rien fait, vous n'avez eu aucun contact avec votre bébé. Alors que lui, il est dans une période où il a besoin de vous. Alors, c'est tout le système qu'il faut repenser, parce que là, tantôt, vous donnez un exemple très significatif, de pouvoir même relier la maison ou le travail, ou faire venir le bébé au travail. C'est une perte de temps dans le trafic qui ferait qu'on ne pourrait pas véritablement assumer et assurer cette heure d'allaitement-là. En amont, il y a l'encadrement même de la grossesse, parce qu'il faut le dire aussi, hein, être enceinte, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie, c'est clair, mais ça nous diminue dans peut-être nos aptitudes, parce que véritablement, c'est un processus unique, authentique et singulier. Alors, en amont, dans l'encadrement, qu'est-ce qui pourrait être fait au sein des entreprises, même pour pouvoir alléger les choses aux femmes? Déjà, il faut que les dirigeants d'entreprise, ils sachent que, bon, je sais qu'ils le savent, hein, mais bon... Il faut pratiquer maintenant. Hein. Voilà, en général, là, on privilégie les intérêts pécuniaires et financiers par rapport à toutes les autres considérations. Il faut que les gens aillent à l'idée claire que
la grossesse, c'est vrai, ce n'est pas une maladie comme vous l'avez signifié, mais c'est un grand moment de fragilisation de la personne. Il y a tout un jeu d'hormones qui se déroule dans le corps de la femme. Et ce jeu d'hormones-là, c'est vrai, il y a beaucoup de femmes qui portent très bien leur grossesse, mais il y en a beaucoup aussi qui ne portent pas du tout bien la grossesse. Et donc, dès qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui est en grossesse dans le milieu du travail, c'est d'être premièrement compréhensif pour lui alléger la tâche. Imaginez par exemple qu'une femme policier doit assurer une garde avec une grossesse. Déjà, le fait de se tenir debout pendant des heures, ça agit sur sa colonne vertébrale, ça agit sur la grossesse directement. Donc, sa santé physique est menacée. Toutes les femmes, par exemple, qui sont dans les métiers d'armes, gendarmerie, armée, etc., elles sont tributaires de ce genre de risque-là, par exemple. Il faut que, en fonction de la pénibilité de la tâche et des réalités professionnelles du milieu, il faut qu'il y ait un encadrement particulier qui soit mis en place. Et il faut qu'il y ait un psychologue, de mon point de vue, dans chaque entreprise, dans les grandes entreprises. Une entreprise qui emploie 50 personnes, logiquement, elle devrait avoir un pool social comportant des travailleurs sociaux et un psychologue, normalement. De sorte que tous les aspects psychologiques liés à la grossesse puissent être pris en charge et jugulés avant même la grossesse. Et quand on a l'assurance que, bon, il y a un psychologue dans mon entreprise qui peut m'écouter, à qui je peux parler, toutes les affaires qui peuvent intervenir après l'accouchement peuvent être rapportées au travail ici et prises en charge justement au niveau du travail. Merci en tout cas pour toutes ces solutions que vous êtes en train de donner. Mais face à ce système, face à la situation qui est déjà bien établie et tout, à l'heure où nous vous parlons, il y a des femmes qui vivent ce genre de situation. Ça doit être quoi le comportement, l'attitude même de la concernée? Déjà, de savoir que ceux qui sont en face d'elle ne savent même pas ce qu'elle vit. Okay. Donc, quand on sait ça déjà, on a une attitude qui accompagne. On sait qu'un homme, par exemple, qui est en face de moi, ce n'est pas évident que lui, il comprenne que j'ai des bouffées de chaleur, que je veuille me déshabiller, que je veuille boire du bissap à 1h du matin. J'ai des humeurs. Hein. J'ai des humeurs labiles, je peux rigoler là et sans transition passer à une crise de pleurs. Il peut ne pas comprendre. Déjà, il faut que toutes les femmes le sachent. Que ceux avec qui elles travaillent ne sont pas des femmes forcément. Et ils ne peuvent pas comprendre ça. Donc, quand on sait ça, on s'attend plus ou moins à certaines réactions. Et psychologiquement, on est préparé à les accueillir. Donc, on est préparé et on accueille ça un peu mieux. Deuxièmement, il faut qu'elles aient cette habitude-là de se faire consulter. Consultation psychologique, par exemple. Consultation des travailleurs sociaux, par exemple. Et ne pas porter tous les problèmes seuls. Parce que pendant la grossesse, il y a beaucoup de phénomènes que les femmes vivent, des phénomènes d'incompréhension liés au fait qu'on a souvent le sentiment que le mari ne me comprend pas, les gens ne me comprennent pas, je suis seule, etc. Donc, on vit un stress, on vit, si tu veux, des crises de dépression qui font que souvent, on n'est pas bien dans notre peau et puis ça se rapporte également au travail. Donc, le fait de se faire accompagner, quel qu'en soit le coût, on devait faire des visites médicales, c'est vrai, les visites médicales, mais on ne devrait pas s'arrêter qu'aux visites médicales. On devrait poursuivre ça à des visites psychologiques également. Et on va y revenir quant aux suggestions et autres amendements que l'on pourrait faire pour vraiment alléger ce processus de vie. Alors, on a essayé de questionner quelques femmes qui nous partagent ici leur expérience professionnelle pendant leur maternité. Mais moi, ma petite sœur, par exemple, elle travaillait dans une structure où elle n'était pas déclarée par la CNPS. Et ce qui a fait qu'elle a travaillé jusqu'à son 9e mois. Elle a accouché même un dimanche. C'est là qu'elle a arrêté le travail. Et après, 2 semaines après, l'enfant ne voulait pas prendre le lait. Donc, elle était obligée de l'allaiter. Ce qui fait qu'elle a été remplacée par une autre personne. Et jusqu'à présent, elle à la maison, elle ne travaille pas. En tout cas, moi, dans mon travail, quand je prends grossesse, on paye mon congé de maternité. On me donne 3 mois de congé, on paye. Je connais une personne qui a été victime de ça. Elle a été déclarée à la CNPS, elle était enceinte et puis
Après l'accouchement, elle devait bénéficier de ses droits, mais elle n'a pas eu gain de cause. Donc elle a dû renoncer à ça. Je suis nourrice, mon bébé a 4 mois maintenant. Et franchement, je peux dire que je suis employée dans une structure, un EPN, une structure publique. Et moi, je n'ai pas eu bénéficié de congé de maternité. J'ai accouché en novembre passé et je suis allée en congé de maternité. Je suis allée même à la veille de mon accouchement. J'ai dû quitter le travail parce que j'étais déjà en travail. J'ai quitté le travail le vendredi et lundi qui a suivi, j'ai accouché. Ne pouvant plus aller au travail, je suis restée à la maison et j'ai fait mes 3 mois. Mais on ne m'a pas donné de papier écrit pour signifier mon congé de maternité. Jusqu'à ce que je revienne en février. Et en février, quand je suis revenue, j'ai travaillé. Mon contrat finissait en décembre. En février, on m'a libérée, elle m'a fait dire que, elle m'a fait entendre que je n'aurai plus de contrat avec la structure. Mon mois de janvier n'a pas été payé. Mon mois de février non plus. Donc c'est supposé que je n'ai pas eu de congé de maternité. Donc je suis là. On m'a laissé un moment et puis après ils m'ont rappelé. Voilà, et oui, ce sont des interventions comme ça de femmes qui racontent leur expérience professionnelle pendant leur maternité. Votre avis sur ce que nous venons d'entendre avant qu'on ajoute ce point très important, Alix, concernant bien, les allocations. Allons-y d'abord. J'ai entendu les dames et je vois qu'il y a beaucoup d'abus. Beaucoup d'abus de la part des employeurs. Parce que la législation ivoirienne protège les femmes qui sont en grossesse. La loi 2015-532 du 20 juillet 2015 protège les femmes. Aucune femme ne devrait être renvoyée de son emploi parce qu'elle est tombée en grossesse. Ce n'est pas normal. Et par exemple, les congés de maternité sont payés. Si on ne paye pas quelqu'un, c'est des abus. Et les dames qui sont victimes de ça, elles ont des voies de recours, c'est quoi? Des voies de recours. Elles peuvent aller au tribunal du travail, porter plainte tranquillement contre l'employeur. C'est possible. Et puis, elles peuvent avoir gain de cause. Donc, il ne faut pas qu'elles s'autocensurent pour dire non, c'est une grosse boîte, ça ne va pas aboutir. C'est justement parce qu'on ne fait pas ces choses-là, ces démarches-là, que les gens continuent d'abuser de nos droits. Donc, il faut qu'elles comprennent clairement qu'aucune dame ne devrait être abusée à cause de son état de grossesse. S'il n'y a pas de grossesse, comment est-ce que l'humanité va continuer de se pérenniser? Comment on va le faire? Il n'y a pas de possibilité. C'est très important. Hein. Vous avez parlé même des rentes qui devraient revenir naturellement aux femmes lors de leur maternité. Mais ces dysfonctionnements-là font lieu à des abus, vous avez évoqué aussi. On revient au cas de la grossesse, même et du processus au milieu professionnel. Avec tout ce qu'on a comme stigmatisation, vous avez parlé notamment des hommes qui ne pourraient pas comprendre parce que, bon, Dieu ayant fait les choses telles qu'elles sont, ils ne portent pas de grossesse. Mais il y a d'autres femmes aussi qui s'adonnent à foison à stigmatiser leurs condisciples. Souvent, j'entends, et puis je suis d'accord avec, l'homme est le pire ennemi de l'homme. Et très souvent, ce sont les femmes elles-mêmes qui sont les premières ennemies de leurs camarades femmes. Très souvent, on les entend dans les entreprises dire ben toi, tu es enceinte encore. Encore, tu es une pondeuse, etc. Et tout ça, ça fragilise l'état psychologique de la personne. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. C'est quelque chose de normal, la grossesse. C'est quelque chose de normal, la maternité. Il faut bien que des gens soient enceintes pour qu'on continue de vivre. Sinon, les gens meurent chaque jour. Il faut bien renouveler cette population mondiale qui part, sinon le monde s'arrête. Voilà. Et comme vous étiez en train de parler également des allocations, j'ai envie de rebondir là-dessus. 30 secondes. Oui, c'est que vous voyez, par exemple, il y a des injustices qui sont faites au niveau des caisses de prévoyance sociale. Les femmes cotisent, leurs maris cotisent, mais les allocations sont versées à une seule personne. C'est vrai, on ne peut pas verser ça aux 2 personnes, mais pourtant les cotisations sont faites par les 2 personnes. On pourrait prendre des dispositions pour donner l'allocation à celui seulement qui cotise, si le mariage est prouvé. Mais dans les entreprises privées, monsieur cotise, madame cotise, et c'est celui qui a la puissance paternelle. Bon, depuis qu'il y a la loi sur l'égalité des sexes, des genres, pardon, depuis qu'il y a cette loi-là, c'est vrai, on n'exige plus le document de la puissance paternelle. Mais en même temps qu'on ne l'exige pas, on ne permet pas également à la femme, par exemple, de bénéficier de cette allocation familiale-là au prétexte que c'est déjà versé à son mari. Merci. Mais dans ces cas-là, qu'on arrête de la prélever.
Oui. Tout à fait. En tout cas, il y a une réorganisation à faire. Il faut repenser même le processus de la maternité pour pouvoir créer une société tout simplement épanouie, parce que c'est de là que commence la formation des individus. Merci infiniment, docteur, Merci à vous. Votre passage aujourd'hui. Merci à vous. Voilà, on a terminé cette émission pour aujourd'hui. On espère que vous avez pris plaisir à être avec nous. Nous, c'est toujours un plaisir renouvelé d'être en votre compagnie. On se retrouve demain, Alix.